Aujourd'hui, nous occuper de la grande famille des médicaments psychotropes. Vous allez voir qu'il existe de nombreuses classes de médicaments dans cette famille. Tout d'abord, que veut dire psychotrope ? Vous voyez sur cette diapositive, le mot trope veut dire qui agit, qui donne une direction. Le mot psycho à l'esprit ou au comportement. Donc psychotrope veut dire médicaments qui agissent ou qui donnent une direction à l'esprit ou au comportement. Une définition a été donnée par M. Delay en 1957. M. Delay étant psychiatre, les psychotropes sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle qui ont un tropisme psychologique. Ils vont donc agir pour modifier l'activité mentale, quel que soit le type de modification. Si nous utilisons une définition un petit peu plus précise, nous voyons que les psychotropes sont des substances qui modifient donc le fonctionnement psychique. Ils vont agir au niveau du système nerveux central en modifiant différents processus biochimiques comme nous verrons tout à l'heure. Ceci va entraîner des changements de perception, de l'humeur, de la conscience et des changements de comportement des patients. Il faut savoir que la France est le premier pays du monde pour la consommation de psychotropes. Vous voyez sur cette diapositive la classification des différents psychotropes. Ils sont définis comme tout d'abord des psycholeptiques. Psycholeptique veut dire sédatif psychique. Ils ralentissent l'activité du système nerveux central. Ils vont donc réguler l'humeur et avoir une action plutôt dépressive sur cette humeur. Nous trouvons donc tous les médicaments hypnotiques, anxiolytiques, les neuroleptiques et les thymorégulateurs. Une deuxième grande famille sont les psychoanaleptiques. À l'inverse, ce sont des excitants psychiques. Ils vont donc accélérer l'activité du système nerveux central et vont plutôt stimuler l'humeur. On retrouvera donc la grande famille des antidépresseurs. Et enfin, une famille médicamenteuse pour partie, les psychodysleptiques, qui sont plutôt des substances hallucinogènes, qui vont modifier l'état de conscience, l'humeur, l'activité intellectuelle, voire couper le contact avec l'activité ou le monde extérieur et créer parfois des hallucinations. On retrouvera toutes les molécules stupéfiantes, les drogues, mais aussi tous les morphiniques. Nous allons donc commencer par la classe des neuroleptiques. Les neuroleptiques vont avoir une action sur les psychoses. Nous verrons que maintenant les troubles psychiatriques sont classés en deux grandes familles, les troubles de l'humeur, où on retrouvera l'anxiété généralisée, la dépression, les troubles de l'humeur comme les troubles bipolaires, et la deuxième grande famille des psychoses, où une des grandes représentantes est par exemple la schizophrénie. Nous allons donc voir tout d'abord les neuroleptiques qui sont actifs sur les psychoses. Nous parlons soit de neuroleptiques ou d'antipsychotiques. Leur définition veut dire qui saisit le nerf. Ils ont été découverts en 1955 par Delay et Denikerт, deux psychiatres. Ils ont d'abord découvert la chlorpromazine qui était utilisée auparavant plutôt en anesthésie. Au niveau du bloc opératoire, un chirurgien les utilisait et a vu que ces patients étaient plutôt sédatés, tranquilles, avec un certain désintéressement vis-à-vis de l'opération. Il eut à ce moment-là l'idée de l'utiliser pour des propriétés à vertu psychiatrique. Puis plus tard, en 1958, Paul Janssen synthétisa l'halopéridol. Une définition précise des neuroleptiques est la suivante. Ce sont des médicaments qui vont agir sur le cerveau pour réorganiser les pensées, les émotions, qui sont perturbées par la maladie comme la schizophrénie. Il est important de retenir qu'ils ne transforment pas la personnalité, ils permettent au contraire de restructurer les pensées. Ils ne sont bien sûr qu'une partie de la prise en charge. Il est important de souligner que la prise en charge pharmacologique n'est pas unique et sera associée de façon très importante à un soutien psychologique et social. Le traitement doit être précoce, il doit être régulier, continu et de longue durée. En effet, nous verrons que dans ces maladies chroniques psychiatriques type schizophrénie,
le traitement doit être continu et il va atténuer les symptômes mais ne pas guérir la maladie. Il doit être adapté à chaque patient et aussi à la période de la maladie. Ceci aura un impact sur le choix du principe actif, de la dose et des potentielles associations réalisées. Voici les indications de tous les neuroleptiques. Nous avons donc des indications dans les traitements des psychoses aiguës, comme les accès maniaques, les psychoses délirantes aiguës ou bouffées délirantes aiguës, mais aussi dans le traitement, comme je viens de vous le dire, des psychoses chroniques, comme par exemple dans la schizophrénie ou dans les délires paranoïaques, par exemple. Les neuroleptiques sont aussi utilisés comme traitement symptomatique de courte durée dans les états d'agitation et d'agressivité. Vous les verrez utilisés dans ces cas-là, dans les urgences par exemple. Ils sont aussi utilisés en pédiatrie dans les troubles graves du comportement, les agitations par exemple, ou les troubles entraînant une agressivité. Ils sont utilisés aussi dans les traitements des troubles bipolaires, en prévention des récidives, mais aussi, on le reverra plus finement tout à l'heure, dans le traitement des épisodes maniaques. Ils peuvent être aussi utilisés dans le cadre de formes d'épisodes dépressifs majeurs, dans les formes sévères, mais aussi ce sont des traitements de courte durée, comme dans les cas d'agitation en urgence. De même, on pourra les utiliser en courte durée contre l'anxiété qui a résisté à tous les autres traitements. Les effets thérapeutiques des neuroleptiques sont les suivants. Ils vont agir spécifiquement sur les hallucinations et les délires, mais aussi, comme on l'a vu dans les indications, sur l'anxiété, l'agitation, l'insomnie et l'humeur. Ils vont agir sur les signes de la maladie, atténuer les symptômes et éviter leur réapparition. Ils vont donc diminuer le risque de rechute et permettre une amélioration de la qualité de vie des patients. Prenons l'exemple de la schizophrénie. Au niveau pharmacologique, les symptômes de la schizophrénie sont dus à un hyperfonctionnement dopaminergique à certains endroits du cerveau et à l'inverse, à un hypofonctionnement dopaminergique à d'autres endroits. En effet, il existe un hyperfonctionnement au niveau de la voie mésolimbique qui va être à l'origine des délires, des hallucinations, de l'excitation et de l'euphorie. À l'inverse, les symptômes négatifs de la schizophrénie, comme le retrait, le repli sur soi, les difficultés à se concentrer ou l'indifférence aux émotions et aux désirs, sont dus à un hypofonctionnement dopaminergique au niveau mésocortical. Les neuroleptiques vont agir sur les différents neuromédiateurs à l'origine du fonctionnement du système nerveux central. Au niveau mésolimbique, comme on vient de voir, ils vont avoir une action antidopaminergique pour contrer cet hyperfonctionnement. Ils vont agir sur les récepteurs dopaminergiques D2 et vont avoir donc une activité antipsychotique contre les délires et les hallucinations. Cependant, cette activité antidopaminergique ne sera pas uniquement sur ces récepteurs D2, mais sur d'autres récepteurs et à différents endroits, non seulement au niveau du système nerveux central, mais aussi en périphérie. Ceci sera à l'origine des effets indésirables. Par exemple, nous pouvons voir un effet au niveau tubéro-infundibulaire avec des effets neuroendocriniens. Nous verrons que ce sont des effets indésirables des neuroleptiques. Aussi au niveau striatal, ceci sera à l'origine des complications neurologiques par exemple. Les neuroleptiques conventionnels de première génération, que l'on verra tout à l'heure, sont surtout antidopaminergiques et vont donc avoir une action surtout antipsychotique et seront à l'origine des différents effets indésirables. Les neuroleptiques plus récents, ou neuroleptiques antipsychotiques atypiques, sont aussi actifs sur la sérotonine, que nous voyons noter ici 5-HT. Ils vont être actifs sur les récepteurs 5-HT2 et vont avoir un effet antidéficitaire et plutôt sur les effets négatifs de la schizophrénie. Comme on l'a vu tout à l'heure, le repli sur soi, par exemple. Les neuroleptiques ont aussi des actions anti-acétylcholine. Ils vont être à l'origine des effets que l'on dit atropiniques ou anticholinergiques, comme la constipation, les rétentions d'urine,
par exemple, nous le reverrons tout à l'heure. Ils agissent aussi comme antihistaminiques, ils vont donc avoir un effet sédatif, et ils seront aussi anti-alpha-1 et auront des effets adrénolytiques périphériques. Ils seront à l'origine, par exemple, comme effet indésirable de l'hypotension. Nous voyons donc que les neuroleptiques, dans leur ensemble, vont agir sur différents neuromédiateurs, la sérotonine, la dopamine, l'acétylcholine, l'histamine, et vont donc avoir des effets non seulement antipsychotiques, antidéficitaires, mais seront à l'origine de nombreux effets indésirables. Il existe donc 2 classifications pour les neuroleptiques, une classification clinique que nous allons voir tout de suite, qui se réfère aux différents signes cliniques, et une classification chimique qui va nous permettre de classer les différents neuroleptiques en fonction de leur profil de tolérance, leurs effets indésirables, et de leur efficacité en fonction des signes cliniques. Nous distinguons donc les neuroleptiques qui vont avoir un effet plutôt sédatif, antiproductif ou désinhibiteur. Les neuroleptiques sédatifs vont agir surtout sur l'agitation, l'agressivité et les symptômes maniaques. C'est ceux-ci qui seront utilisés plus particulièrement, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les états d'agitation, dans les états agressifs et dans les états d'agitation plutôt d'origine anxieuse. Les neuroleptiques antipsychotiques seront utilisés surtout chez les patients, par exemple schizophrènes, qui ont surtout des symptômes productifs, des hallucinations et des délires très marqués. Les neuroleptiques plutôt désinhibiteurs vont être utilisés plus spécifiquement chez les personnes ayant des symptômes plutôt déficitaires, comme le repli sur soi par exemple, ou une difficulté de concentration ou de s'organiser dans le temps. Nous verrons la dernière famille ensuite, qui sont les antipsychotiques atypiques, les derniers qui ont été mis sur le marché et qui vont avoir une composante non seulement antipsychotique, mais aussi antiproductif ou que l'on dit incisif. Ils vont agir non seulement sur les signes positifs de la schizophrénie, mais aussi sur les signes négatifs, puisqu'ils agissent sur la dopamine et sur la sérotonine. Voici résumé dans le tableau les différences entre les neuroleptiques classiques que nous allons détailler et les antipsychotiques dits atypiques. Ils ont la même efficacité sur le plan de l'action inhibitrice sur l'agitation, l'agressivité et les états maniaques. Par contre, comme on l'a vu, du fait de leur pharmacologie, ils vont avoir une action plus efficace, les antipsychotiques atypiques, sur les formes déficitaires. Ils vont aussi pouvoir être actifs chez les patients non répondeurs aux neuroleptiques classiques. Ils sont donc, pour les neuroleptiques classiques, à action antidopaminergique. Pour les antipsychotiques atypiques, ils ont une action plus élargie sur différents neuromédiateurs, la dopamine et la sérotonine. Nous verrons que ceci a un impact sur les effets indésirables. Les neuroleptiques classiques ont des effets indésirables neurologiques très marqués, à type de syndrome parkinsonien par exemple, alors que les antipsychotiques atypiques ont moins d'effets extrapyramidaux, mais vont avoir d'autres effets indésirables spécifiques. Les neuroleptiques classiques entraînent un état d'indifférence psychomotrice, les patients peuvent être très ralentis, très sédatés, alors que les antipsychotiques atypiques vont respecter les fonctions cognitives. Les neuroleptiques sont utilisés selon différentes voies d'administration. Nous allons voir sur ces 2 diapositives les différentes voies existantes. Tout d'abord les voies orales. Les neuroleptiques existent sous forme de gouttes. Ceci est très adapté pour permettre une adaptation de la posologie en début de traitement par exemple. Les gouttes permettront une adaptation fine de la posologie. Elles sont souvent utilisées en hospitalisation. Elles posent différents soucis de préparation. En effet, souvent les médicaments sont instables à l'air ou à la lumière, donc il est difficile de les préparer à l'avance. Il existe des instabilités physico-chimiques qui diminuent les mélanges possibles et il est important de noter la date d'ouverture des flacons lorsque les flacons sont entamés en termes d'hygiène et de date de péremption. Les formes les plus utilisées sont les comprimés. Ils sont prescrits non seulement
lors d'épisodes aigus, mais aussi, comme on l'a vu, en chronique pour une utilisation au long cours. Ils sont très pratiques quand le traitement est stabilisé. Cependant, cette forme n'est pas toujours acceptée par les patients, car elle oblige à une prise quotidienne qui peut être contraignante, qui entraîne des oublis ou des prises anarchiques ou des fois inadaptées ou massives. Nous verrons que les problématiques d'observance sont très importantes dans le traitement au long cours des patients traités sous neuroleptiques. Les autres voies d'administration, après la voie orale, sont la voie injectable. Il existe 2 types de libération, la libération immédiate et la libération prolongée. Il est très important de se souvenir qu'il existe très peu de neuroleptiques sous forme IV. La plupart sont sous forme d'intramusculaire, car il existe un excipient huileux qu'il ne faut absolument pas, sous peine d'embole, utiliser sous forme intraveineuse. La libération immédiate sous forme intramusculaire, qui est utilisée aux urgences, même parfois à travers les pantalons, a une action plus rapide que la voie orale. Elle va durer un temps court, et elle sera utilisée chez les patients réticents, très agités, ou quand la voie orale n'est pas possible. Il existe aussi une libération prolongée, en intramusculaire tous les 15 jours ou tous les mois, qui est très utilisée chez les patients réfractaires à la voie orale, ou quand il y a des problématiques d'observance. En effet, ces injections sont réalisées en milieu hospitalier, et parfois ceci permet une meilleure tolérance, car la libération du principe actif est régulière, sans à-coups, et ceci peut diminuer parfois les effets indésirables dose-dépendants. A l'inverse, les inconvénients sont les suivants. Une fois que l'injection est réalisée, si des effets indésirables apparaissent, ils vont durer du fait de la libération prolongée, car le médicament sera moins rapidement éliminé. Il peut aussi y avoir des formations de granulomes qui sont des réactions inflammatoires au niveau du site d'injection. Pour certains médicaments, comme le Risperdal Consta, la libération prolongée doit être conservée dans un frigo à température entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius et donc va nécessiter des modalités de transport et de conservation si le médicament doit être transporté. Il faut aussi bien regarder les modalités de reconstitution qui devront être bien respectées, qui sont spécifiques de chaque médicament. À la fin de cette diapositive, vous voyez résumé les différentes spécialités existantes à forme libération prolongée des différents neuroleptiques, qu'ils soient classiques ou atypiques. Il existe différentes contre-indications dans cette famille de neuroleptiques. Elles sont nombreuses et spécifiques à chacune des classes et chacune molécule. On peut résumer ici certaines contre-indications que l'on retrouve pour l'ensemble des neuroleptiques, qui sont la maladie de Parkinson. En effet, nous avons vu que pour les neuroleptiques surtout classiques, ils sont antidopaminergiques. Or, dans la maladie de Parkinson, on a plutôt un manque de dopamine. Donc si on utilise des médicaments qui diminuent l'action de la dopamine, on a un effet contraire. Donc ceci explique qu'ils soient contre-indiqués dans la maladie de Parkinson. Ils sont aussi contre-indiqués chez des patients ayant des glaucomes par fermeture de l'angle, un adénome prostatique. En effet, ceci est dû aux effets anticholinergiques que nous reverrons. Tous les neuroleptiques vont diminuer aussi le seuil d'épilepsie. Ils seront donc contre-indiqués dans le cas d'épilepsie non contrôlée. Certains peuvent entraîner des troubles cardiaques ou des agranulocytoses. Ceci explique la contre-indication dans le cadre de troubles du rythme, de cardiopathie grave ou d'agranulocytose. Pour l'olanzapine, la risperidone et l'aripiprazole, il a été remarqué que chez certains patients âgés atteints de démence, qui sont traités aussi dans le cas de troubles psychotiques ou de troubles du comportement, une augmentation du risque de mortalité et d'accidents vasculaires cérébraux. Ils seront donc contre-indiqués chez cette population. Concernant la grossesse et l'allaitement, un état des lieux du rapport bénéfice-risque sera réalisé. En effet, il faut faire la part du risque en termes d'effets indésirables des neuroleptiques et du risque de symptômes aigus dus à la psychose au moment de la grossesse. Ceci sera donc réalisé au cas par cas en fonction des neuroleptiques et de la patiente. Il existe de même de nombreuses interactions médicamenteuses
qui sont aussi spécifiques d'une classe et d'une molécule. On peut retenir qu'il faut être vigilant, surtout quand on associe des médicaments qui vont additionner des mêmes effets indésirables. Comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, associer des médicaments qui vont diminuer tous les deux le seuil épileptogène sont à risque de crise convulsive par exemple. Nous allons aussi éviter d'associer des médicaments qui vont induire des torsades de pointe, qui seront hypokaliémiants ou bradycardisants, ceci pour ne pas majorer les effets cardiaques. Nous éviterons aussi d'associer des médicaments sédatifs pour ne pas majorer le risque de somnolence, des médicaments qui ont aussi des effets anticholinergiques, c'est vrai par exemple pour le Laroxyl qui est un antidépresseur, des médicaments qui seront hyperglycémiants ou hypotenseurs. De même, comme on l'a vu, nous ne devrons pas associer des neuroleptiques avec des médicaments utilisés dans la maladie de Parkinson, comme la lévodopa ou les antiparkinsoniens. Il faut retenir que chez des patients parkinsoniens qui auront aussi des troubles psychotiques, uniquement la clozapine, qui est le Leponex, pourra être utilisée. Il est aussi important de garder à l'esprit qu'il existe des neuroleptiques cachés. En effet, nous allons voir dans ce cours uniquement les neuroleptiques utilisés dans les troubles psychotiques. Par contre, il en existe qui sont antiémétiques contre les nausées-vomissements, comme dans le motilium, le primpéran, le vogalène. Certains sont antihistaminiques, comme le théralène, et d'autres utilisés comme antimigraineux, comme le sibélium. Ceux-ci ne devront pas être associés avec les neuroleptiques ayant les mêmes effets indésirables. Nous allons voir maintenant la classification chimique des neuroleptiques conventionnels afin de pouvoir différencier leur efficacité et leur tolérance. Il existe 5 familles de neuroleptiques conventionnels. Je vous propose donc de les revoir un à un en mettant le nom des différentes molécules existantes, leur action, plutôt antiproductive, sédative ou antidéficitaire, et les effets indésirables principaux, qui sont spécifiques à ces classes ou à ces différentes familles chimiques. Nous verrons à la fin de ce cours l'ensemble des effets indésirables qui sont communs à tous les neuroleptiques, qu'ils soient conventionnels ou antipsychotiques atypiques. Commençons tout d'abord par les phénothiazines. Dans cette famille, vous retrouverez des neuroleptiques dont vous avez déjà entendu parler sûrement, le nosinant, le tertian. Ce qu'il faut retenir de cette famille est qu'ils sont surtout très sédatifs. Ils seront donc utilisés dans les états d'agitation aiguë ou chez les patients par exemple schizophrènes qui sont très agressifs ou qui ont une composante productive très importante. Parfois, vous les verrez utilisés comme anxiolytiques à très faible dose, pas des doses neuroleptiques. Par exemple, le tertian ou le nosinant en gouttes seront utilisés à toute petite dose le soir. Les effets indésirables les plus courants sont les effets anticholinergiques. Vous les avez résumés sur cette diapositive. Ils entraînent des sécheresses de la bouche, des troubles de l'accommodation oculaire, une augmentation de la pression intraoculaire, d'où le risque de glaucome, des rétentions d'urine et une constipation. Ils sont aussi à l'origine de prise de poids et d'hypotension orthostatique. Les butyrophénones, leurs représentants les plus fréquemment utilisés sont l'aldol ou le droléptan. Ce qu'il faut retenir de cette famille, c'est qu'ils sont antiproductifs et sédatifs, comme les phénothiazines, mais on va surtout avoir des effets indésirables neurologiques à type de syndrome parkinsonien par exemple. Nous les détaillerons tout à l'heure. Il existe un apparenté, l'ORAP, qui est utilisé plutôt chez les patients qui ont des troubles mixtes, c'est-à-dire des troubles productifs et déficitaires. L'intérêt de cette molécule est qu'elle a moins d'effets neurologiques et qu'elle est un peu moins sédative que les autres butyrophénones comme l'aldol. La troisième classe de ces neuroleptiques conventionnels sont les benzamides. Cette famille est un petit peu particulière
car vous voyez, elle va être active non seulement sur les symptômes déficitaires, mais aussi sur les symptômes productifs. Elle sera un peu moins active sur les symptômes productifs. Les symptômes déficitaires, je vous les ai résumés sur cette diapositive, sont les aspects catatoniques, l'appauvrissement des idées, des émotions par exemple. Retenez ici que le thiapridal par exemple sera utilisé dans les agitations et l'agressivité car dans cette famille c'est le plus sédatif. Le Soliant, lui, a déjà un profil d'antipsychotique atypique car il agit sur les symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie. Dans cette famille, ce qu'il faut retenir, l'effet indésirable plus spécifique est un effet indésirable endocrinien avec des risques d'hyperprolactinémie biologique et de galactorée ou d'aménorrhée. Il y a aussi des troubles sexuels avec les baisses de la libido ou des risques d'impuissance et aussi un risque de prise de poids. Les deux dernières familles des neuroleptiques conventionnels sont des familles surtout qui ont une activité antiproductive et sédative comme les deux premières de cette famille. Si l'on résume, les deux premières familles dont les phénothiazines sont très sédatives, et puis les thioxanthènes et cette dernière famille comme le loxapac qui sera très utilisé en urgence, qui est très sédative à forte dose. Et nous avons vu les benzamides au milieu, qui sont une famille qui vont avoir une efficacité plus sur les symptômes antidéficitaires, et qui commencent à avoir un profil comme les antipsychotiques atypiques qui sont arrivés plus récemment sur le marché que nous allons voir juste maintenant. Il existe 4 molécules dans cette famille d'antipsychotiques atypiques. Tout d'abord, la risperidone ou le risperdal. Les effets indésirables spécifiques liés à la risperidone sont le fait qu'il existe encore dans cette famille des effets extrapyramidaux neurologiques, mais qui sont dose dépendants. Ils seront surtout vus lorsque l'on augmente les doses. Dans la classe des antipsychotiques atypiques, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe des effets indésirables plutôt métaboliques, comme des risques d'hyperglycémie ou de diabète induit et des hyperlipidémies et des prises de poids. Ces effets indésirables se retrouvent chez l'ensemble des antipsychotiques atypiques. La deuxième molécule est l'olanzapine, le Zyprexa, qui a comme effet indésirable le plus spécifique une prise de poids très importante qui peut être supérieure à 10 kg. Et vous voyez, on retrouve les effets indésirables métaboliques comme l'hyperglycémie, l'hyperlipidémie et aussi des effets anticholinergiques comme les neuroleptiques conventionnels. La troisième molécule est la clozapine, le Leponex. La spécificité de cette molécule, c'est qu'elle est utilisée en dernière ligne de traitement, dans le cas de schizophrénie résistante. Sa prescription initiale est hospitalière. Elle va avoir des effets anti-agressifs, antipsychotiques, antidéficitaires et sédatifs. Cette molécule est très efficace. Elle agit, comme vous voyez, sur l'ensemble des symptômes, sur la caractéristique agressive et va avoir une action anxiolytique et sédative. Elle agit sur l'ensemble des symptômes. Par contre, elle a un risque d'effet indésirable à retenir, c'est son risque d'agranulocytose. C'est une neutropénie très importante. Elle nécessite donc une surveillance de la numération formule sanguine à chaque dispensation et très régulière. Et le traitement devra être arrêté devant toute apparition d'agranulocytose. Nous verrons aussi qu'elle a des effets anticholinergiques, un risque de prise de poids comme les autres neuroleptiques, et nous verrons elle va entraîner plutôt une hypersialorrhée, c'est-à-dire une hypersudation de l'ensemble de la peau, au niveau de la bouche. L'hypersialorrhée, ce sont des patients qui bavent. À l'inverse, tous les autres neuroleptiques sont plutôt desséchants et on a plutôt un manque de salive que l'inverse pour les autres neuroleptiques. La dernière molécule de cette famille d'antipsychotiques atypiques est l'aripiprazole ou la Abilify, qui est un des derniers traitements apparus sur le marché, qui est actif
plus spécifiquement sur les symptômes dépressifs associés par exemple et qui peut être utilisé aussi comme stimulant. Par rapport aux neuroleptiques conventionnels, il existe moins d'effets extrapyramidaux comme l'ensemble de cette famille d'antipsychotiques atypiques. Par contre, comme il est un petit peu plus stimulant que les autres antipsychotiques atypiques, il peut être à l'origine d'insomnie et on retrouve aussi une prise de poids comme l'ensemble de cette famille. Pour finir sur cette classe des neuroleptiques, comme on a vu, une action pharmacologique pour les anciens antidopaminergiques. Pour les nouveaux, qui associent un antidopaminergique et une action sur la sérotonine. Une classification clinique avec des composantes plutôt antiproductives, antidéficitaires ou plutôt sédatives, ou les deux pour les antipsychotiques atypiques, et un profil d'effet indésirable qui a certaines particularités selon les molécules, mais qui, pour l'ensemble des neuroleptiques, les effets indésirables peuvent être retrouvés de façon générale. Je vous propose de finir donc sur ces effets indésirables généraux et de voir ensemble la conduite active à tenir face à ces effets indésirables généraux afin de les prendre en charge et d'avertir les patients. Nous pouvons classer ces effets indésirables généraux en 6 familles. 5 familles spécifiques et la 6e qui sont des effets indésirables plus rares mais à connaître. Tout d'abord, commençons par les effets indésirables neurologiques. On l'a vu, qui sont plus présents avec les neuroleptiques conventionnels, anciens, en chronologie, que chez les antipsychotiques atypiques, mais que l'on retrouve par exemple avec le risperdal à dose élevée. Les effets neurologiques sont les suivants. On l'a vu, un abaissement du seuil épileptogène et des effets extrapyramidaux. Ce qu'il faut retenir pour les effets extrapyramidaux, c'est qu'il en existe 3 types. Tout d'abord, des effets précoces, les dyskinésies aiguës, qui arrivent en tout début de traitement, moins de 5 jours après le début du traitement, avec des contractures musculaires brusques. Ceux-ci sont surtout retrouvés au niveau de la face. Les patients peuvent avoir des torticolis, des révulsions des yeux ou des protrusions de la langue. Après ces effets précoces, il existe des effets subaigus ou chroniques qu'on retrouve au cours des premières semaines de traitement. C'est ces effets-là que l'on retrouve le syndrome type parkinsonien, qui est classique avec une rareté des mouvements, une rigidité des mouvements comme la roue dentée et des tremblements de repos, qui peuvent être augmentés avec les émotions et disparaissent à l'effort. Il ressemble à ceux retrouvés dans la maladie de Parkinson, c'est pour ça que l'on dit type parkinsonien. Il existe aussi un syndrome hyperkinétique, en effet, ces patients ne peuvent plus rester en place, ils ont tendance à ne pas pouvoir rester assis et à déambuler de façon permanente. On parle aussi du syndrome des jambes sans repos. Le 3e effet est beaucoup plus tardif, après au moins 3 mois de traitement et peut apparaître selon des années de traitement. Ce sont les dyskinésies tardives. Le problème de ces effets neurologiques extrapyramidaux tardifs, c'est qu'ils sont le plus souvent irréversibles et que nous n'avons pas de traitement pour les remédier. Ce sont des mouvements involontaires comme des mâchonnements, les patients se dandinent. Ils peuvent être assez invalidants et sont difficiles à prendre en charge. La seule chose qu'il peut être faite, c'est de diminuer la posologie des neuroleptiques, voire d'essayer de changer de molécules de neuroleptiques, sachant que l'ensemble de la famille peut donner ces effets indésirables. Concernant les dyskinésies aiguës, il existe des traitements correcteurs. On peut tout d'abord essayer de diminuer la posologie du neuroleptique incriminé, mais sinon utiliser des anticholinergiques de synthèse, comme vous voyez les molécules citées sur cette diapositive, la kinéton, le lepticure ou l'artane. Il faut faire attention, car comme vous voyez, ces molécules ne sont pas non plus dénuées d'effets indésirables, ils sont aussi anticholinergiques et vont pouvoir majorer les effets indésirables anticholinergiques retrouvés aussi avec certains neuroleptiques. Le 2e effet indésirable qui peut être retrouvé pour l'ensemble de la famille est le syndrome malin des neuroleptiques. C'est une complication qui est rare,
mais qui est grave car elle peut être mortelle. Il faut être très vigilant dans le suivi infirmier. En effet, 3 critères sont importants à déceler. Toute hyperthermie, associée à une rigidité musculaire et à une augmentation des CPK au niveau biologique, doivent faire penser à ce syndrome malin des neuroleptiques et entraîner l'arrêt du traitement dans le moindre doute. Il peut être aussi associé à des symptômes cardiaques, des troubles de conscience et de la sueur. L'arrivée de ce syndrome malin des neuroleptiques entraîne une hospitalisation qui peut être réalisée en réanimation si nécessaire. Il existe différents types de traitements, dont des traitements qui vont jouer sur la rigidité musculaire. Il faut garder en tête qu'il est rare, mais que c'est une urgence, et donc rester vigilant pour déceler les 3 critères majeurs discriminants. Le 3e type d'effets sont des effets neurovégétatifs, avec tout d'abord des effets cardiovasculaires. Ce qu'il faut retenir, c'est le risque d'hypotension orthostatique qui peut apparaître avec tous les neuroleptiques, souvent plutôt en début de traitement ou lors d'utilisation de posologie forte, par exemple en intraveineuse. Ceci peut expliquer certaines syncopes qui peuvent arriver lors d'injections intraveineuses chez des patients agités. Les règles pour lutter contre cette hypotension orthostatique sont classiques: éviter de se lever trop rapidement au début de traitement, et il existe des traitements correcteurs, l'heptaminol ou le Gutron, qui lui a des effets cardiaques à surveiller. À côté de ces effets cardiovasculaires, cette hypotension orthostatique, il existe toute la famille des effets anticholinergiques dont on a parlé tout à l'heure. Ceci est dû à l'action qui n'est pas uniquement centrale des neuroleptiques, mais aussi périphérique. Il y a donc des risques de constipation, qui peuvent aller jusqu'à des risques d'iléus, donc d'occlusion, ou de perforation digestive. Il faut tout d'abord préconiser des précautions et des mesures hygiéno-diététiques et ne pas se jeter sur les laxatifs d'emblée. En effet, voici sur cette diapositive les différentes mesures que l'on peut préconiser. Boire bien sûr beaucoup d'eau régulièrement, manger à heure fixe, consommer des aliments riches en fibres, aller aux toilettes régulièrement. Souvent, chez les patients schizophrènes, cette éducation est importante car leur alimentation est dépareillée et leur redonner un rythme et un choix des aliments ou une activité physique peut permettre à eux seuls de lutter contre cette constipation. Si ceci n'est pas suffisant, l'utilisation de laxatifs peut être envisagée. Dans ces effets neurovégétatifs, on retrouve la sécheresse buccale. Il faut faire attention à cette sécheresse buccale parce qu'elle peut favoriser les caries dentaires. En effet, dans la salive, il existe de nombreuses substances qui vont lutter contre les infections dentaires. Donc l'ensemble des neuroleptiques vont diminuer cette salive et cette protection. Sauf, comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est la seule molécule, la clozapine, qui, chez 30% des patients, va plutôt entraîner une hypersalivation. Le seul traitement que l'on peut utiliser est la scopolamine sous forme de patch transdermique, mais qui est une utilisation hors AMM. Concernant la sécheresse buccale, les patients peuvent utiliser des chewing-gums pour stimuler la salivation, faire attention donc à leur hygiène dentaire, et il existe sinon quelques correcteurs dont l'efficacité n'est pas massive, mais qui peut toujours améliorer le confort des patients. Soit le sulfarlème, soit des salives artificielles ou des sprays antidesséchants. Les autres effets anticholinergiques, donc on a vu la constipation, la sécheresse buccale, il y a un risque de rétention d'urine. Si ceci arrive, il faut essayer de changer de traitement, et un risque de trouble de l'accommodation oculaire et de pression intraoculaire. Ceci peut être diminué par la réduction de la posologie du traitement. Voyons maintenant les effets métaboliques et endocriniens, qui sont présents donc avec tous les neuroleptiques, mais nous avons vu qu'ils sont apparus spécifiquement ou ressortis avec les antipsychotiques atypiques. Tout d'abord, la prise de poids, qui est très gênante pour les patients. Elle est possible, mais pas constante. Elle peut apparaître chez 15 à 50% des patients. Elle touche surtout les femmes et les patients jeunes. Une donnée très importante, c'est que les neuroleptiques augmentent l'appétence au sucre. Ce n'est pas forcément une prise de poids, on va dire, où on n'en a pas d'action obligatoire. En effet, les neuroleptiques vont donner une envie plus spécifique de sucre. Nous pouvons donc
travailler avec les patients sur une alimentation équilibrée, quitte à renforcer les 3 repas pour éviter le grignotage. Nous avons vu aussi que cette prise de poids peut être très importante. Elle peut n'être que de 2-3 kg, mais peut dépasser les 10 kg. Les molécules les plus incriminées sont les phénothiazines, les benzamides, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et chez les atypiques, surtout la clozapine et l'olanzapine. Les actions préventives sont très importantes à réaliser, avec un suivi du poids régulier, une alimentation équilibrée, éviter le grignotage, essayer de préconiser l'exercice physique et prendre en compte les antécédents familiaux s'il y a des antécédents de patients ayant une surcharge pondérale, par exemple dans la famille. Et si besoin, on peut associer un changement et essayer de changer de molécule puisqu'il y a une variabilité interindividuelle de cette prise de poids selon les individus. Les autres effets endocriniens sont les hyperprolactinémies, avec des troubles endocriniens comme des dysménorrhées, voire des aménorrhées, absence de règles, une apparition de gynécomastie, donc c'est une augmentation des seins ou une apparition de seins chez l'homme, une galactorrhée, qui est plus fréquente avec par exemple le solion. Ces troubles endocriniens apparaissent quelques semaines après le début du traitement. Contre ces troubles au niveau de la lactation, un traitement correcteur peut être utilisé, qui est la bromocriptine, ou aussi dans le cadre de dysménorrhée. Il faut rester vigilant car une grossesse, même avec les règles perturbées, est possible sous ce traitement. Et nous avons vu que pour l'ensemble des neuroleptiques, il n'existe pas de risque zéro pour la grossesse et l'allaitement. Le rapport bénéfice-risque est à envisager au cas par cas, donc il faut être très vigilant dans le cadre de désir de grossesse. Et sinon, donc une contraception adaptée doit être envisagée. Il existe aussi un risque de troubles sexuels qui peut être très gênant pour les patients et qui n'est pas forcément dit par les patients et qui va avoir un impact sur l'observance du traitement. Les autres effets métaboliques sont des effets sur les lipides et sur le glucose, donc avec des apparitions de dyslipidémie, d'hyperglycémie, voire de diabète induit. Ceci est surtout vu avec les antipsychotiques atypiques. Et nous avons vu que la prévention est classique, avec une alimentation équilibrée, une activité physique. Le 5e type d'effet indésirable sur les 6 sont les effets psychiques. En effet, nous avons vu que l'ensemble des neuroleptiques, et surtout les plus sédatifs, peuvent entraîner une hypovigilance. Il faut garder en tête ces effets indésirables concernant la conduite de véhicules, par exemple. Certains neuroleptiques vont pouvoir, après correction des symptômes positifs, faire ressurgir la composante dépressive de la symptomatologie clinique. Certains peuvent entraîner des réactivations anxieuses, c'est pourquoi vous pouvez voir une association avec des benzodiazépines. Un état confusionnel peut être vu, souvent dû aux effets anticholinergiques, mais aussi à des doses des fois un petit peu trop fortes. Une augmentation de fréquence des cauchemars ou des troubles mnésiques et des états délirants. Un syndrome d'indifférence psychomotrice avec une certaine passivité qui va majorer les symptômes déficitaires comme le repli sur soi. Ceci est surtout vu avec les neuroleptiques sédatifs et peut diminuer en diminuant les doses et va aussi entraîner une prise plutôt le soir pour éviter d'avoir un impact sur la journée de ces symptômes d'indifférence psychomotrice, de cette certaine passivité. Il existe quelques effets plus rares, mais qui sont imprévisibles à garder en tête, surtout avec les phénothiazines, mais l'ensemble des neuroleptiques peuvent être à l'origine de ces effets indésirables. Certaines photosensibilisations, donc il faut informer les patients que sous neuroleptiques, ils vont se protéger du soleil. L'ensemble des téguments, les lunettes de soleil, le chapeau et un écran solaire. L'écran total n'est pas forcément justifié, mais plutôt une crème à administrer régulièrement sur la journée. Nous pouvons voir des pigmentations cutanées et des conjonctives. Dans ce cas-là, un changement de l'antipsychotique va être préconisé. Des réactions cutanées allergiques qui vont pouvoir être traitées par antihistaminiques mais qui nécessiteront un changement de traitement. Et puis on a vu une sécheresse de l'ensemble des sécrétions, qu'elles soient buccales ou cutanées,
Donc une sécheresse cutanée peut apparaître et est présente chez la plupart des patients. Donc on peut préconiser une utilisation d'un savon doux, d'un shampoing doux et d'un lait pour le corps. Il existe aussi des atteintes hématologiques, on l'a vu, très spécifiques pour la clozapine avec la granulocytose, mais que l'on peut retrouver avec l'ensemble des neuroleptiques. Enfin, des atteintes cardiaques. Il est très important de garder en tête ces atteintes cardiaques. En effet, tous les patients sous neuroleptiques devraient avoir un électroencéphalogramme avant l'initiation du traitement et dans le suivi. En effet, l'ensemble des neuroleptiques peuvent allonger l'intervalle QT et entraîner des troubles du rythme. Il faut donc être très vigilant dans cette surveillance qui, souvent, peut être oubliée. Des risques thromboemboliques ont déjà été remarqués, ainsi que des atteintes hépatiques plus rares. Enfin et pour finir, quelle surveillance pouvons-nous retenir pour les neuroleptiques ? S'ils sont utilisés en intraveineuse ou surtout en intramusculaire, maintenir le patient alité au moins pendant 1 heure, ceci contre le risque d'hypotension orthostatique que nous avons vu. Une grande surveillance des effets indésirables. Vous avez vu que ce cours a bien détaillé l'ensemble des effets indésirables. En effet, les neuroleptiques ne sont pas dénués d'effets indésirables. Il y a eu une amélioration de ces effets indésirables avec les nouveaux antipsychotiques atypiques, mais nous avons vu qu'ils ont des effets indésirables spécifiques. Il faut apprendre à les connaître pour les détecter et les gérer. Il faut aussi évaluer l'observance des patients. En effet, l'efficacité est très dépendante de cette observance qui est au long cours pour la plupart des états psychotiques comme la schizophrénie. Essayez de détecter les levées potentielles afin de favoriser cette observance. En effet, cette mauvaise observance est à risque de rechute, va être à l'origine de rechute, de réhospitalisation et surtout d'une nécessité d'augmenter la dose des neuroleptiques car la maladie va devenir résistante, les symptômes peuvent persister et souvent un retour à l'état antérieur sera plus difficile. Comme nous l'avons vu, il peut exister énormément d'interactions médicamenteuses, donc il faut être vigilant à toute automédication, qu'elle soit par des molécules médicamenteuses ou par la phytothérapie ou l'alimentation, ou l'alcool. Il existe des interactions médicamenteuses avec l'alcool, ainsi que le cannabis, qui est souvent très consommé par les patients ayant des troubles psychotiques, qui peut être non seulement déclencheur de la schizophrénie par exemple, être un facteur de rechute et un facteur de résistance au traitement.